et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous recevons Fatimatou Ousmanou qui est la cofondatrice de Tap Tap Scène et naturellement l'initiatrice de l'événement Mbo à Paris. On a eu le privilège de recevoir positivement son invitation. Elle est avec nous, nous la recevons à l'instant T. Bonjour Fatih. Bonjour. Alors Fatih, vous aviez le rêve de devenir avocate ou psychologue. Comment ces aspirations ont-elles façonné votre vision de l'entrepreneuriat? Alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un sens, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi, j'ai toujours un sens profond de la justice. Donc je voulais vivre dans un monde plus juste. Et j'ai toujours aussi mis beaucoup d'intérêt sur l'humain, sur les gens. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de métier pour moi, mais avocate, psychologue, c'est un métier que j'avais inventé qui faisait un peu les deux. Et puis j'ai fait des études de droit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi et que moi j'avais besoin d'avoir une vision du monde plus large, j'avais besoin d'avoir un impact direct et réel avec l'Afrique et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et pour être totalement honnête, au début je voulais pas être entrepreneur, pas du tout, je comprenais pas pourquoi les gens ils entreprenaient et je dis ça parce que j'ai beaucoup accompagné des entrepreneurs à travers mes différentes expériences dans des incubateurs et j'ai vu à quel point c'était difficile, à quel point j'ai vu des familles se déchirer, j'ai vu des gens dormir dans leur voiture parce qu'ils avaient des rêves et qu'ils souhaitaient entreprendre, mais ça m'a rattrapée. Je pense que quand on a ça en soi, quand on est animé par le désir d'avoir de l'impact et de créer de la valeur, on finit par entreprendre. Quelle est votre stratégie pour maintenir ces prix toute assurance et qualité? Alors déjà, comme je l'ai dit, la raison d'être de Tap Tap Scène, c'était justement de fournir un service qui soit plus compétitif et donc moins coûteux. Moi, quand je rejoins Tap Tap Scène pour lancer la partie francophone et pour fonder le Cameroun notamment, c'était vraiment parmi mes objectifs de fournir un service qui soit à la hauteur, déjà en termes de produits, qui soit en termes de qualité, qui soit un bon service, mais surtout aussi qui propose quelque chose de moins cher que ce que fait la concurrence. Et c'est assez simple, il y a plusieurs manières de se rémunérer dans les services de transfert d'argent et de remittance. Et effectivement, nous, on a choisi d'avoir un taux qui soit très bas, fixe pour les pays de la zone euro, de 2 euros, peu importe le montant qu'on envoie. Et le fait aussi de ne pas avoir créé des agences localement, de ne pas avoir fait ce type de dépenses qui demandent notamment beaucoup d'investissement et d'envoyer de manière digitale l'argent nous permet de réduire de manière significative nos frais. Et c'est pour ça qu'on permet aujourd'hui d'avoir des frais aussi bas. Savoir si tout le monde peut avoir un code promo Tap Tap Scène. Alors oui, il y a plusieurs types de codes promo, mais effectivement dans l'application Tap Tap Scène, tout le monde a un code de parrainage. Et avec ce code de parrainage, vous pouvez communiquer autour de vous et vous offrez 5 € et vous recevez 5 € à chaque fois qu'une nouvelle personne utilise Tap Tap Scène pour la première fois. Donc il y a les codes de parrainage et puis après il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous, nos équipes elles sont très accessibles, on est dans tous les événements de la diaspora pratiquement pour voir s'il n'y a pas d'autres initiatives, on peut également avoir des codes promo différents pour les événements, pour les ambassadeurs, etc. Parler à présent de Mbo à Paris, justement, de son rôle dans la promotion du talent et de l'entrepreneuriat camerounais. Fatih. Alors, Mbo à Paris, né d'un constat très simple. Né d'abord de mon histoire personnelle. Il faut savoir que je suis née et j'ai grandi en France, en région parisienne, de parents camerounais. Mon père est du nord du Cameroun, de Garoua. Ma mère est du nord, de Maroua, de l'extrême nord, et également de Fumban, donc Bamoun. Donc j'ai grandi dans une famille camerounaise et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, bien que leurs enfants soient nés à l'extérieur, ont fait en sorte qu'on ait un lien très fort avec notre pays, avec nos racines et qu'on aille régulièrement au Cameroun. Donc j'ai pas le souvenir de la première fois où j'ai mis les pieds au Cameroun, mais je suis toujours allée au Cameroun. Chaque été, je passais 2-3 mois au Cameroun. Ça m'a permis de me connecter à mon pays et de connaître aussi la richesse que j'ai, la richesse qu'on a en tant que Camerounais, l'excellence camerounaise. Et le fait de travailler aux côtés de cette diaspora m'a également permis de réaliser à quel point le Cameroun est une terre d'excellence, un vivier à talent. Malheureusement, beaucoup de jeunes qui grandissent ici n'ont pas cette chance-là. Ils sont assez éloignés du Cameroun. On n'a aussi pas la visibilité qu'on a sur les talents qui performent au Cameroun, à part peut-être dans le domaine du sport parfois, ou alors dans le domaine de la
la musique rarement, mais la réalité c'est qu'effectivement le Cameroun est une terre d'excellence. Donc pour moi c'était important de créer une véritable plateforme d'échange qui permette à la fois de valoriser nos talents, mais aussi de fédérer tous ces acteurs qui sont impactants, qui sont dynamiques et qui créent de la valeur pour le Cameroun et en dehors du Cameroun, et puis aussi de se connecter les uns aux autres pour qu'on puisse faire des choses de manière collective et moins individuelle. Donc tous ceux qui ont réussi et qui continuent de réussir, qui puissent venir lors d'un événement physique, se rencontrer, se connecter, partager les clés de succès et puis aussi se rapprocher des gens. Que demain, lorsqu'on te dit, tu vois la personne à la télé, là c'est un Camerounais, bah tu dis putain, oui, j'ai eu la chance de le voir à Mbo à Paris et j'ai pu discuter et échanger avec lui. Donc c'était vraiment l'objectif, créer ce cadre favorable qui puisse faire émerger des initiatives à impact fort pour le Cameroun. Parce que la finalité c'est quoi? C'est de développer notre pays et dans la globalité notre continent. Donc on a tous des choses à apprendre ici, on construit des choses ici à l'extérieur, même si on est né ici et qu'on a cette double culture, cette double identité, on a aussi envie d'avoir un impact au Cameroun. L'édition de Mbo à Paris a été un succès retentissant. Quels étaient les moments forts selon vous? Alors, il y a eu plusieurs moments et temps forts. Il y a d'abord les stands. À la partie où il y a les stands, c'est vraiment un endroit hyper dynamique où on voit vraiment la richesse camerounaise, que ce soit culinaire, que ce soit entrepreneuriale, associative. Il y a tout cet échantillon de personnes qui font des choses et qui montrent ce qu'elles font. Et ces gens qui se connectent les uns les autres. J'aime beaucoup la partie des stands, c'est vraiment le Shabbat, la partie vivante et populaire de Mbo à Paris. Il y a ces conférences qui sont toujours aussi impactantes. On a eu des belles conférences, notamment une sur la parentalité. Elle a été beaucoup demandée parce qu'il y a beaucoup de parents qui éduquent leurs enfants en dehors du Cameroun et qui ne savent pas exactement comment leur inculquer cet amour-là pour le 237. C'était le thème de cette table ronde et c'était important. On a aussi une belle table ronde sur des femmes d'excellence. On a eu la chance d'avoir des beaux retours de Madame Marie-Roger Biloa, de Djeli Amadou Amal, de personnalités fortes. Et puis bien sûr, la table ronde la plus attendue chaque année, c'est l'entrepreneuriat. Et encore une fois, c'était un vrai succès. Et puis surtout, il y avait une nouveauté cette année, c'était le Hemletol. Et on va en refaire. C'est un temps d'échange, c'est un truc beaucoup plus intimiste, où là on accueille des personnalités qui ont réussi, qui font partie de pour moi, qui ont une saisonnalité ou une actualité importante et qui viennent transmettre leurs clés de succès, qui viennent transmettre leurs difficultés et qu'on peut interpeller directement. Donc c'est vraiment la chance de pouvoir avoir un retour d'expérience intime avec des personnalités qu'on n'a pas la chance de rencontrer, donc les mêmes les autres. Et puis bien sûr on remercie tous les partenaires, les chefs traditionnels qui sont toujours là et qui nous accompagnent. Et puis notre culture aussi, avec ce beau concert. Mbo à Paris, c'est aussi un bon moment de fête. On sait que les Camerounais, on aime aussi le joke, car on ne peut pas faire un truc comme ça sans faire la fête à la fin. Donc on a un concert incroyable avec plus de 6 grands artistes camerounais comme Guardianté, Chris M, enfin, vraiment Sissou. C'était vraiment une très belle fête, un très beau moment. C'est pas toujours facile en tant qu'organisateur parce que c'est beaucoup de stress, mais on est toujours heureux de voir les retours positifs et de voir les gens heureux de célébrer le Cameroun. Pour ceux qui aimeraient assister au prochain Mboa, comment on fait pour se procurer un stand? Alors oui, Mbo à Paris, c'est vraiment notre volonté, c'est d'en faire un rendez-vous annuel. Que la diaspora sache que quoi qu'il arrive, la diaspora européenne, peut-être pas plus tard à une autre échelle, tout au mois de mai, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater sur les Camerounais, c'est Mbo à Paris. C'est simple, il faut juste se rapprocher des équipes. Tu as un site internet, www.mboaparis.com. Il y a une adresse mail, hello@mboaparis.com. Et puis il y a tous les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour un stand l'année prochaine, pour du sponsoring parce qu'on en a toujours besoin. On est tous bénévoles sur Mbo à Paris, c'est une association, personne ne fait d'argent sur Mbo à Paris. L'essentiel c'est juste d'autofinancer l'événement, même si c'est difficile et on continue à mettre de l'argent en fonds propres pour qu'il existe. Donc il y a cette partie-là aussi. Et puis voilà, il y a plein de. Et puis aussi pour les intervenants, il y a des gens qui souhaitent aussi intervenir. On n'a pas la chance de pouvoir identifier tous ces talents, donc il ne faut pas hésiter aussi à nous proposer des profils. Avez-vous d'autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Oui, alors j'ai lancé un gros studio. Ça s'appelle, en français si je traduis, c'est un studio de croissance, mais c'est une agence marketing qui s'appelle Sembe Agency au Cameroun, qui a pour but justement d'accompagner des entreprises, des institutions, des startups, mais aussi des personnalités dans leur développement de croissance. Et toutes ces entreprises qu'elles ont en commun, essentiellement, c'est le lien fort qu'elles ont entre l'Europe et l'Afrique, et forcément sa diaspora. Donc Mbo à Paris, par exemple, est
coproduit par Sembe Agency. C'est ces équipes-là qui font tous les visuels, tout ce que vous voyez, toute cette partie graphique, toute cette partie de communication, de gestion, c'est géré par Sembe Agency. Donc depuis le Cameroun, c'est important pour moi qu'on puisse collaborer et co-construire ça avec une équipe aussi camerounaise. On accompagne des institutions, on a travaillé avec des institutions comme l'AFD sur le programme Meet Africa, on travaille avec des startups comme Studeli par exemple, qui est aussi en lien avec la diaspora, mais aussi en lien avec les étudiants africains qui deviennent membres de la diaspora une fois qu'ils s'installent en Europe notamment. Et l'objectif de Sembe Agency vraiment, c'est de pouvoir être une sorte de studio, ça veut dire qu'on crée de lancement. Quand vous êtes en train de créer, quand vous avez une idée, quand vous êtes en train de voir le jour et qu'on veut rencontrer une cible qui est diaspora, et ben, il faut se tourner vers Sembe Agency. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une difficulté précise qui a failli vous faire perdre foi? Oui. Forcément, c'est très difficile. Dans le cadre de Mbo à Paris, c'est particulièrement difficile. Dans le cadre de Tap Tap Scène aussi, mais c'est du business, donc on met le cœur, mais on le met de manière différente. On est plus pragmatique quand on s'élance dans un business, parce que voilà, il y a des retombées, il y a de la compétition, c'est normal. Lorsqu'on fait quelque chose de manière associative, on se dit, je le fais avec le cœur, c'est de l'impact, les gens vont nous rejoindre, ils vont comprendre et eux aussi vont le faire avec le cœur. C'est pas le cas. Ça veut dire que même si nous on le fait pour l'amour du Cameroun, il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire, même s'ils aiment leur pays, ils vont pas avoir cette même philanthropie, je dirais. Voilà, ils ont aussi des intérêts différents, puis ils sont aussi souvent payés pour parler, donc voilà. C'est un vrai challenge que de réussir à réunir toutes ces personnalités dans un même endroit au même moment. C'est un vrai challenge économique aussi de réussir à leur faire accepter qu'elles ne sont pas payées pour parler. Et parce que c'est la volonté et c'est le cœur que je souhaite garder de Mbo à Paris, c'est un événement bénévole. Si on vient parler, c'est parce qu'on a envie de transmettre, parce qu'on aime le Cameroun, parce qu'on est Camerounais et qu'on a compris que ça passe d'abord par nous et que les pères qui ont ouvert les portes, c'est à eux d'ouvrir les portes pour nous et c'est à nous d'ouvrir les portes pour les générations qui arrivent et que ce n'est qu'ensemble qu'on se soutient, qu'on se crée, qu'on se développe. Mais du coup, c'est très compliqué. Je prends l'exemple, c'est financier parce que c'est une réalité. On est une petite association, on a quelques partenaires quand même qui sont importants, comme Tapsen forcément, comme Ejara, qui est une société qui est portée par une femme camerounaise qui a levé de l'argent et qui est dans la tech et dans la fintech notamment, comme Studeli, donc que des entrepreneurs camerounais qui sont à la tête de ces startups-là qui nous ont accompagnés cette année. Ça aussi c'est une fierté. Mais forcément, il faut mettre de l'argent sur fonds propres, il faut financer ce type de projet. Et l'un des freins qu'on a eu, c'était faire venir certaines personnalités qui ne sont pas forcément en France et qui vont nous dire voilà, je suis pas en France, il faut prendre en charge mon billet d'avion. Et nous, c'est pas des choses qu'on prévoit parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Et lorsqu'on récolte nos économies pour le faire et qu'on découvre que finalement certaines de ces personnalités étaient déjà en France et qu'en fait les billets sont utilisés pour autre chose, c'est décevant. Ça, c'est vraiment une des choses, je le dis en interview parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Parce que je me suis dit, en fait, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. On n'est pas une grosse boîte, on n'est pas une grosse machine. Même si lorsqu'on vient à l'événement, on peut avoir cette impression parce qu'il est fait avec excellence. On ne peut pas promouvoir l'excellence et faire un événement qui ne soit pas excellent. C'est une réalité. Mais effectivement, voilà, là, ma mère est l'agence de voyage de Mbo à Paris, donc c'est elle qui prend nos billets d'avion. Donc forcément, quand on contacte l'agence de voyage d'elle pour changer les billets, je suis informée. Donc forcément, ça m'a un peu déçue parce que c'est là, quand je parle de cœur et de l'envie et de l'impact, je comprends que ces personnes sont parfois rémunérées, qu'elles vont peut-être, voilà, c'est sur un week-end, qu'elles peuvent peut-être laisser des charges, etc. Je peux le comprendre, mais voilà, ce manque voilà, ça c'est des choses qui m'ont un peu frustrée en me disant, en fait, les gens, ils le font pas avec les mêmes intentions. Côté des peines, Fatih, il y a de beaux souvenirs dans votre carrière d'entrepreneur. Quelle a été votre plus belle affaire? Affaire? Ouais. Au souvenir J'ai plein de beaux souvenirs, franchement, j'ai la chance de travailler avec des personnes exceptionnelles. Ça, c'est vraiment ma chance et d'avoir choisi mon équipe. Donc, c'est des personnes que j'ai choisies, des personnes qu'on a grandi ensemble, on s'est construit ensemble, on travaille ensemble. Donc, tous mes succès sont les leurs. Ça, c'est vraiment moi ce qui fait la force de Fatimatou Ousmane, ma troisième personne, c'est mon équipe. Ça, c'est vraiment la chance que j'ai. Je suis accompagnée de personnes talentueuses, engagées, bien intentionnées, qui ont aussi envie de bien faire, même si on n'est pas les meilleurs dans tous nos domaines. On a chacun une expertise forte et puis on apprend tous les uns des autres. Et vraiment, moi, c'est le premier Mbo à Paris. Mbo à Paris, c'était un peu utopique. On a écrit ça sur un papier. Moi, j'avais cette idée, je leur ai partagé. On s'est dit, on va quand même le faire. Pour nous, c'était irréalisable. On était sûr qu'il n'y avait personne. Donc, on s'était préparé. On s'est dit, on va mettre des étudiants dans la salle pour combler les trous. Et puis, à 14h, déjà à 9h, c'était plein. Puis, à 14h, je me dis, tout le monde est parti manger. Il n'y a personne dans la salle.
Je marche au niveau des stands, c'est plein de monde. Je me dis tout le monde est dans les stands. Je monte au niveau du salon VIP, c'est plein de monde. Je monte au niveau du salon culturel, c'est plein de monde. Donc je me dis forcément à l'intérieur de l'amphithéâtre, c'est vide. Et j'ouvre la porte et c'était plein, mais les gens étaient debout tellement il n'y avait plus de place. C'est 800 places l'amphithéâtre. Ouais. Et l'événement, le lieu en lui-même, c'est 10 000 mètres carrés. Et là, je me suis dit waouh. Vraiment, j'ai eu un moment où j'ai réalisé et je me suis dit waouh, on a réussi, on l'a fait. Parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. Donc, il y a mes victoires personnelles dans le cadre du travail, où je suis stimulée aussi par des raisons économiques, par le business, par l'argent. Mais là, vraiment, quand je vois que les gens ont répondu présent, que les gens sont là, c'est qu'il y a un besoin. Et qu'en tant que Camerounais, on est tous entrepreneurs, on est tous dynamiques, on a tous des projets. Enfin, c'est vraiment un truc qui fait partie de notre identité. Et de me dire qu'effectivement, je ne me suis pas trompée et que ce rendez-vous manquait et qu'on a, ensemble, avec mon équipe, réussi à réaliser ça et à le perdurer avec une deuxième édition, ça, c'est ma plus grande fierté. Ah là là. Alors, Fatih, on va parler un peu de votre époque lorsque vous étiez stagiaire à l'UNESCO et votre parcours académique et professionnel qui sont d'ailleurs très riches. Comment ces expériences ont-elles contribué à votre développement personnel et professionnel? Alors, comme je l'ai dit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en tant que psychologue, je ne savais pas trop. J'ai d'abord fait des études de droit, ensuite je me suis orientée en sciences politiques et à la fin de ma licence de sciences politiques, il fallait faire un stage et naturellement je me suis dit je vais aller forcément à l'ambassade du Cameroun. Je vais essayer de comprendre ce qu'on me projetant à notre ambassade et du coup je suis allée à l'ambassade et j'ai eu la chance de faire tous les services. Donc à la fois consulaire et ceux de l'ambassade, donc être avec les ministres conseillers, à être à l'UNESCO pendant une longue période, là où j'ai fait l'essence partie de mon stage. Mais j'ai aussi la chance d'être au passeport, à l'état civil. Et je me rappelle que quand les gens venaient pour faire leur passeport à l'époque, on écrivait encore à la main. Donc ça veut dire que j'étais surprise parce que ici ça n'existait pas. Mais une fois que tu rentres dans l'ambassade, tu es au Cameroun, donc on écrivait à la main, donc parfois je faisais des fautes, je pouvais faire une faute, ou ça pouvait pas être lisible, donc il fallait que je m'applique, et puis après je remplissais un fichier que j'envoyais au Cameroun. Je me disais, mais c'est quand même archaïque cette manière de faire. En fait, tous les jours on se plaint de ces gens qui sont au consulat, mais en fait personne s'est mis derrière pour voir la difficulté de leur travail. Et en réalité, la solution, c'est la technologie. Donc là, je me suis déjà dit qu'en fait, effectivement, on peut vouloir créer de l'impact, mais si on veut créer de l'impact et aller plus vite, il faut se connecter à ceux qui font de l'impact de manière rapide. Pour moi, c'est la tech, donc les startups. Donc là, j'ai déjà eu cette première idée. Et puis à l'UNESCO, là, c'est la partie culturelle. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de délégations. Ça, c'était une chance et une victoire. Et puis c'était pendant la période de la fête de la femme. Donc j'ai eu à organiser toutes les festivités autour de la journée de la femme et j'étais entourée par des femmes ultra dynamiques. Je me suis dit encore une fois, beaucoup de parlent de féminisme, c'est important de ces combats-là. J'avais pas l'impression que ces combats-là existaient réellement parce qu'on est assez privilégié quand on est au lycée, au collège, on se rend pas compte que ça va être plus difficile en tant que jeune femme d'atteindre ses rêves, surtout dans des milieux où parfois les hommes sont devant. Et c'est là où j'ai compris les enjeux aussi. Donc en gros, cette partie-là m'a aidé à concevoir, à voir le monde de manière plus globale, à comprendre que la tech peut solutionner les problèmes de l'Afrique, et à comprendre qu'en tant que femme, j'aurais des challenges. Ensuite, j'ai fait un master dans une école de commerce. C'est une école de commerce un peu différente puisque c'est une école de commerce qui est tournée autour des métiers du développement durable, de l'entrepreneuriat social et de l'humanitaire. Et il y avait deux branches, entrepreneuriat social et innovation et humanitaire. Et moi, très vite, j'ai compris que l'humanitaire là soit pour moi. Parce que pour moi, si on veut réellement créer de l'impact et de la richesse quelque part, il faut qu'on crée de la valeur. Et pour moi, créer de la valeur, qu'on le veut ou non encore aujourd'hui, c'est créer de l'argent. Et créer de l'argent, c'est entreprendre. Donc si on veut aujourd'hui aider l'Afrique, entreprenez, investissez en Afrique, investissez dans nos projets, dans nos boîtes, et vous créerez beaucoup plus de valeur qu'en allant distribuer des kits d'hygiène, par exemple. J'ai jamais rêvé être entrepreneur et je trouve que dans le salariat, il y a énormément d'avantages. Et si quelqu'un me pose la question entre entreprendre et salarié, je dirais plutôt d'entreprendre en restant salarié. Ça, c'est vraiment c'est un risque d'entreprendre. Vous imaginez, beaucoup de gens pensent qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a plus de patron, on décide. Mais en fait, on aura toujours un boss. Tôt ou tard, tu rends des comptes, tu finis toujours par rendre des comptes. C'est des investisseurs, tu rends toujours des comptes à quelqu'un. Donc, c'est pas la liberté, l'entrepreneuriat, au contraire. Mais effectivement, quand on est animé par quelque chose, par l'envie d'innover et de créer, on n'a pas le choix que d'entreprendre. Mais effectivement, j'ai jamais idéalisé des entrepreneurs. Je me suis juste dit, effectivement, ils sont courageux. Courageux pourquoi ? Parce qu'ils prennent des risques. Parce que demain est incertain. Parce que
parce que c'est tout le temps des problèmes, que des problèmes, et que des problèmes. Et forcément, qui dit problème dit solution, qui dit solution dit entrepreneuriat, dit création d'entreprise. Donc c'est ça aussi. Mais j'ai pas de modèle d'entrepreneuriat. En revanche, j'ai des modèles dans ma vie qui sont ma maman, qui sont quand on gère ma mère a toujours travaillé, mais quand on gère une famille, on est aussi quelque part entrepreneur, hein. On est aussi le CEO de sa maison. C'est une gestion que d'être. Aujourd'hui, je suis une femme mariée, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je suis femme mariée, je vis seule. Il y a plein de... Parfois, j'appelle ma maman, je lui dis, mais maman, il y a plein de choses. On se rend même pas compte qui était géré, on sait même pas à quel moment vous gériez ça en fait. Et je me suis sentie privilégiée d'avoir été épargnée par plein de choses, par la chance d'avoir une mère ultra dynamique qui a toujours géré les choses pour nous. Donc à ma maman, il y a mes tantes qui ont entrepris même plus tard dans leur parcours de vie. Et puis, et comme je le dis, il y a aussi les gens qui m'entourent de manière générale. J'apprends de tous les gens qui m'entourent. Fatih, tout à l'heure, on a parlé de l'entrepreneuriat et je suppose qu'à l'instant T, vous avez suscité des vocations de par des milliers de personnes qui nous regardent présentement. Et il y a des jeunes filles, des jeunes femmes africaines qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des codes ou des conseils que vous pourriez leur donner pour pouvoir réussir, par exemple, lorsqu'elles se décident enfin? Avant de parler d'idées, je parlerai de problème, ce que je disais tout à l'heure. C'est très important d'abord d'identifier un problème. Si vous avez identifié un problème, un manque quelque part, et que vous pensez connaître la solution, que cette solution est née par la création d'un projet ou d'une entreprise, lancez-vous. Et quand je dis lancez-vous, ça ne veut pas dire de prendre tous les risques financiers nécessaires. Prenez le moindre risque possible. Lancez-vous avec le moins de risques possible. Je m'explique. Par exemple, demain, vous avez remarqué que dans telle région, les femmes, elles ont difficilement accès à tel type de produit, cosmétique ou peu importe. Je prends un exemple très simple pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Comment leur rendre accessible ce produit? L'idée, c'est pas d'aller créer une boutique tout de suite. Commencez par WhatsApp, proposez vos services, envoyez des chaînes avec des produits sur WhatsApp. Là, vous êtes déjà en train d'entreprendre. Peut-être qu'on ne vous demande pas que tu as entrepris quand tu as ouvert une boutique. Tu entreprends dès que tu crées de la valeur, que tu crées de l'argent. Là, tu es déjà en train d'entreprendre. Et là, tu as minimisé les risques. Tu as validé qu'effectivement, il y avait un marché. Ces gens ont adhéré à ton marché. Et puis, tu as déjà créé de la valeur et créé de l'argent. Donc, pour moi, tu as déjà entrepris. Maintenant, si ce marché grandit et que tu vois qu'il y a une réelle plus-value à ouvrir une boutique, tu ouvres ta boutique et ça va fonctionner. Mais quand tu commences par la fin, eh ben, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, vraiment, l'idée, c'est toujours trouver la chose minimum à faire qui te permet de valider qu'effectivement il y a un marché et que tu es effectivement en train de répondre déjà à ton problème par cette petite solution qui ne te coûte pas beaucoup d'argent et qui te fait prendre le moins de risques possible. Parce que beaucoup de gens sont dégoûtés par l'entrepreneuriat ou rentrent frustrés ou ça peut créer beaucoup de déception parce qu'on a pris des risques trop grands. Donc oui, il faut prendre des risques, il faut les limiter un maximum en créant des projets déjà à une échelle moindre mais qui permettent déjà de répondre à notre problème. Tout à l'heure, Fatih, vous avez évoqué votre maman comme étant votre modèle et vos tantes, parce que la cellule familiale y est pour beaucoup dans votre gestion aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que vos parents ont accueilli cette transition? Déjà, moi j'ai eu beaucoup de chance et ça je le mesure de plus en plus en discutant avec les gens, en écoutant leur parcours de vie, de grandir dans une famille où mes deux parents, mon père comme ma mère, nous ont donné beaucoup d'amour et aussi nous ont ouvert le champ des possibles. Ça veut dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des grandes études, qui ont toujours aussi eu vraiment envie de nous partager, transmettre leur expérience personnelle et surtout de nous dire que tout était possible. Donc moi, je ne me suis jamais levée un matin en me disant que je ne pourrais pas faire quelque chose. Et ça, vraiment, je sais aujourd'hui que c'est parce que j'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu de frein ou de limite, qu'en réalité j'ai fait les choses. Parce que j'avais juste pas peur de l'échec, parce qu'on m'a jamais appris que j'allais échouer. Ça, c'est une vérité. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue de mes parents d'avoir ce champ des possibles ouvert. Je tiens ça de mes parents, en fait. J'ai eu la chance. Mon père, il voulait que si demain je voulais être ministre de l'entrepreneuriat ou si demain je voulais être ministre de la culture, et peu importe dans quel pays du monde, même si je voulais être ministre de la culture au Mexique, mon père, pour lui, ça aurait pu être possible. Et c'est pour ça que j'ai grandi avec mes rêves et que j'ai voulu réaliser mes rêves. Ma maman, aujourd'hui, TapTapSend, c'est sa vie. Hein. Elle cuisine avec un tablier TapTapSend, elle parle de TapTapSend, elle est ambassadrice TapTapSend. C'est la première à avoir testé l'application TapTapSend pour le premier transfert vers le Cameroun. Donc voilà, Mboa Paris, c'est pareil. Elle a vendu du pain viande à Mboa Paris. Elle fait partie de l'équipe. Toute ma famille, tous mes amis, mes meilleures amies iraniennes, françaises, elles sont toutes impliquées dans Mboa Paris, dans tous mes projets. J'ai la chance de pouvoir embarquer les gens que j'aime dans ce que je fais et c'est une vraie capacité que j'ai et c'est aussi ma force.
Alors Fatih, quand on vous écoute, on a juste envie de vous poser la question, comment parvenez-vous à équilibrer les exigences de votre vie professionnelle avec vos engagements personnels et sociaux? Ça, c'est vraiment mon plus gros challenge. C'est ma plus grosse difficulté. C'est vraiment un challenge quotidien. Et parfois, j'arrive pas. Bon, pour être honnête, parfois, on ne peut pas tout faire. Et parfois, j'ai commencé à accepter que je ne peux pas être partout. Que parfois, c'est difficile. J'ai essayé d'avoir 2 téléphones. J'arrive pas à gérer 2 téléphones. Donc, forcément, mon perso se mêle avec mon professionnel. Et parfois, il y a des messages que je lis. Et puis, je pense répondre. Et puis, quelqu'un me sollicite ailleurs. Et j'oublie de répondre. Et il y a des proches qui m'en veulent. Et je m'en excuse. Et je sais que c'est pas bien, mais parfois je fais pas exprès. C'est très difficile d'arriver à gérer les deux. Je suis mariée depuis 5 ans maintenant. J'ai la chance aussi et surtout d'avoir un mari. Vraiment, je pourrais pas être plus reconnaissante à Dieu, à la vie d'avoir rencontré cet homme-là parce que c'est quelqu'un qui à la fois me permet de réaliser la personne que je suis, de réaliser mes rêves, d'être moi-même. Il ne met aucune limite, il m'encourage. Il me frustre pas dans le fait de voyager. Oui, cette charge mentale dans le fait d'être loin, je l'ai même pas parce que mon mari ne me fait jamais ressentir que c'est trop. Et il m'encourage aussi pleinement. Il est dans tous mes projets comme mes parents. Et il est même pas camerounais, donc il est sénégalais. Mais aujourd'hui, il veut vous parler du Hemlé, du Noir, il veut vous parler de la basse. Il connaît tout le Cameroun parce qu'on a tout vécu. Et vraiment, j'ai beaucoup de chance à ce niveau. Et puis, j'ai trouvé des petites astuces. Par exemple, quand je vais en voyage, ça arrive régulièrement, je pars environ 1 semaine par mois, parfois à l'étranger. Je cuisine. Je suis quand même une femme, on appelle ça djongé en Wolof. Ça veut dire une femme qui prend soin de son mari. Je suis peul, je suis quand même du Nord. Donc, j'ai quand même ça en moi aussi. Je vais faire à manger toute la semaine. Comme ça, je sais qu'il a de quoi faire à manger. Si j'ai pas réussi, il manque 2-3 jours, j'appelle ma maman, je trouve toujours une solution. En tout cas, il ne doit pas se poser la question de qu'est-ce que je dois manger. Ça, c'est pour mon mari. Pour mes amis, ce que je fais, c'est que j'ai la chance de travailler dans un espace qui est super, un WeWork où on est aujourd'hui. Elles viennent régulièrement bosser avec moi. Elles sont impliquées dans mes projets aussi. Quand je vais en voyage, parfois j'embarque des amis avec moi. Ça leur fait aussi quelques jours de congé et on passe du temps ensemble. Pareil avec mon mari. J'ai la chance aussi de pouvoir continuer à être régulièrement joignable au téléphone avec elles. Et même si je suis parfois pas présente, en tout cas dans les moments importants, je suis toujours là. Et j'ai toujours été là et c'est aussi pour ça que mes amis me le rendent si bien. Et c'est pour ça que me voit à Paris, 90% des personnes qui sont dans le staff, ce sont que mes proches en fait. Il y a des gens qui sont bénévoles, qui travaillent de jour et nuit, qui finissent à des heures terribles, mais parce que c'est une relation de réciprocité et que je suis très amie, j'ai un vrai cercle, un vrai clan. Et c'est des gens de confiance et ça me protège aussi énormément. Alors Fatih, en 24 heures, trouvez-vous le temps de vous reposer avec un tel agenda? Racontez-nous un peu une de vos journées folles où vous avez eu l'impression de faire du non-stop et c'était avec lequel de vos projets? En fait, en réalité, je dors pas beaucoup. Ça, c'est aussi un vrai problème. Je me repose pas beaucoup. Pas assez. Que ce soit avec TapTapSend, que ce soit avec Mboa Paris, que ce soit avec Sembe, parce que Sembe, c'est des projets qui sont aussi impactants que Mboa Paris ou TapTapSend. Mais quand il y a les 3 en même temps, effectivement, c'est compliqué. Et en plus de ça, ça ajoute la vie familiale. Généralement, mon mari part avant moi au travail, mais moi, je suis réveillée autour de 7-8 heures. Je commence déjà, mon téléphone c'est mon petit travail numéro 1, donc je commence déjà à envoyer des messages, à répondre au groupe, à interagir. Mes premières réunions, elles commencent autour de 10h, donc j'ai un peu de temps avant. J'ai tous mes calls TapTapSend, donc là c'est la partie TapTap. Après j'ai certainement des meetings côté TapTapSend. Ensuite il faut aller au bureau, donc je vais en décaler au travail. Donc j'arrive un peu plus tard parce que une fois que j'arrive au travail qu'il y a mes équipes, je suis hyper sollicitée, donc j'ai plus de temps de production. Donc ça c'est un peu la chose complexe. Donc tout ce qui est production où je dois être concentrée, je le fais chez moi le matin et puis j'arrive vers 11h30 midi au travail. Et là je suis sollicitée, donc j'ai une équipe de 6 personnes que je manage à TapTapSend. Et du coup j'accompagne mes équipes, que ce soit sur le Mali, le Cameroun, le Congo, etc. On travaille ensemble et puis à Mboa Paris ensuite. Donc à partir de 17h on commence à bosser sur Mboa Paris et on continue à bosser sur Mboa Paris jusqu'à minuit, 1h du matin. Ça, quand c'est la période de Mboa Paris, donc à partir de février, on va dire la période d'instance, jusqu'en mai, je finis entre minuit et 1h du matin tous les jours. Et du coup, je les nourris avec du poulet, mes équipes pour qu'elles restent, parce qu'elles ne sont pas payées pour rester jusqu'à 1h du matin. Mais là, c'est vraiment la passion qui fait qu'on reste. Parfois, mon mari vient dîner avec nous, parfois je rentre, je vais manger, je reviens.
Donc je jongle entre les deux rôles et puis quand je rentre, il faut quand même que je regarde une série avec mon mari et puis après on va dormir et puis la journée elle recommence. Le week-end par contre, j'essaie quand même d'avoir une journée avec lui ou avec ma famille, avec ma maman. Et puis généralement dans la période de Mboa Paris, le soir tout le monde arrive à Mboa, enfin sur mes lieux de travail et on travaille tous ensemble. En fait on passe du temps ensemble comme ça. Mais je travaille très tard et ça fuse tout le temps, ça s'arrête jamais. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire à nos millions de téléspectateurs, c'est qu'on aura le temps de vivre cette journée folle avec eux en direct. Donc, c'est un rendez-vous que nous prenons à l'instant. On vivra une journée, toute une journée avec Fatimato. On va la réveiller et on fera le tour avec elle et on la raccompagnera jusqu'à sa maison. Comme ça, on va toucher du doigt ce quotidien assez busy de cette femme entrepreneur qui fait la fierté du Cameroun. Merci beaucoup Fatimato. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à notre échange. Oui, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous. Là, je disais que je dormais pas beaucoup, mais c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je pense que c'est important genre, de se reposer parce que l'idée c'est pas d'aller vite, c'est d'être endurant et de durer sur la durée. Donc moi, c'est aussi un des challenges que je me donne. Donc forcément, on essaie de faire les choses bien, mais on n'est pas parfait. Donc moi, j'ai mes challenges, c'est de passer plus de temps avec les miens, de me reposer plus souvent. Et puis après, il y a les challenges professionnels, c'est de continuer à créer de la valeur et de l'impact pour le Cameroun. Et j'ai hâte de vivre cette journée avec vous parce que ma vie, c'est aussi beaucoup de liens sociaux, de dîners, d'échanges, etc. Donc on va rencontrer plein de gens, on va passer un bon moment. Et puis on est des gens très simples, donc j'ai trop hâte que vous viviez cette journée avec moi.